Les mutinés de l'Elseneur par Jack London. Chapitre 32. Les deux camps en présence se trouvent, à présent, nettement établis. D'un côté, sur les hauts lieux dont nous demeurons maîtres, Marguerite, M. Pike et moi-même, nous représentons la classe dirigeante. De notre côté se sont rangés les serviteurs fidèles, d'une mentalité inférieure, mais qui forment un groupe sur lequel nous pouvons certainement compter. Henri, le pilotin, vient pour l'intelligence au premier rang. Il est en quelque sorte un cadet de notre lignée. Il se fera un jour, mais pour l'instant il est jeune et a tout à apprendre de la vie. Buckwheat le suit de très loin. Tom Spink est un bon marin, solide au poste, mais incapable de prendre des initiatives. Wada, le steward, Louis et les deux voiliers sont des Asiatiques, qui par leur race diffèrent foncièrement de nous, mais ils sont loyaux et ont compris que leur propre intérêt se confond avec le nôtre. Nous sommes 11 au total, contre 26 dans l'autre camp, où nos ennemis les plus redoutables sont le deuxième lieutenant, M. Meller, ou Sidney Waltham, le nom importe peu, un homme énergique de notre propre race, mais un renégat. Bert Rhine, Nosey, Murphy et Kid Twist, les trois chacals. Arthur Deacon, une dangereuse crapule. Guido Bombini, le bandit d'Italie. Shorty, le métis. Andy Fay et Mulligan Jacobs, qui sont, ainsi qu'Isaac Chance, le blessé, la haine personnifiée. Le faune, dont une de mes balles a traversé un poumon, est hors de cause, ainsi que les trois inconnus aux yeux de topaze. Nancy et Sundry Byers, les deux maîtres d'équipage, sont des abrutis qui ne comptent guère plus. Les deux matelots scandinaves, Sorensen et Lars Jacobsen, possèdent eux aussi une bonne dose d'imbécilité. Bob est un autre balourd, mais qui s'en croit. Tony le Grec, l'homme hanté par l'idée de suicide, est un fou. Charles Davis en est un autre. De plus, il a une sale mentalité. Il joue surtout de la langue. John Heike, un Apache, le badaud maltais, Frank Fitzgibbon et Richard Giller, les deux survivants des maçons manqués, et Dietmar Olansen, au regard torve, complètent le lot. La situation pour nous pourrait être pire. Notre meilleur atout est que nous détenons la presque totalité des vivres à bord de l'Elseneur. M. Pike, malgré son ardeur combative, a facilement compris que nous sommes en nombre insuffisant pour aller livrer bataille aux mutinés. Nous sommes les assiégés, m'a-t-il grogné. C'est entendu. Mais dans un délai qui ne peut être bien long, nous réduirons les assiégeants par la famine. Oui, nous affamerons ces chiens jusqu'à ce qu'ils viennent nous lécher les pieds en rampant. Vous croyez peut-être que l'usage de placer à l'arrière la cambuse où est enfermée la nourriture s'est établi au hasard? Jamais de la vie. Nos ancêtres savaient bien ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont pris cette précaution. Louis est du même avis. Il n'y a, à la cuisine de l'avant, que pour quelques jours de rations réglementaires, plus un tonneau de biscuits de mer. Avec ça, ils n'iront pas loin, ces salicots. Pour les poules qu'ils ont volées la nuit passée, c'est pareil. Pour 26 hommes, ce sera vite liquidé. L'Elseneur avance lentement sur une mer paresseuse. M. Pike et moi, nous nous sommes partagés l'écart. Le principal de notre fonction consiste à surveiller l'échelle de la dunette afin qu'un nouvel assaut, ouvert ou sournois, n'ait pas lieu. Il a son colt dans sa poche et je porte sur l'épaule ma carabine chargée. Tom Spink, Wada, Buckwheat et Louis composent ma bordée. Henri, les deux voiliers japonais et le steward forment celle de M. Pike. La consigne est de ne permettre à personne de se montrer sur le pont. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Sidney Waltham étant apparu près du roof central, je lui ai expédié une balle qui s'est écrasée sur la cloison, à 30 centimètres de sa tête. Il a fait un saut en arrière et a compris. Je ne l'ai plus revu. Charles Davis a tenté également de montrer le bout de son nez. Il a reçu le même avertissement. Ce soir, à la tombée de la nuit, à l'aide de poulies et de cordages, M. Pike a employé nos deux bordées à soulever la partie de la passerelle qui donne accès à la dunette. Je griffonne ces notes pendant ma période de repos. J'ai quitté la dunette à 8 heures pour reprendre mon quart à minuit. Wada déclare, non sans raison, que nous aurons droit à l'arrivée au remboursement d'une partie du prix de notre passage, que j'ai payé avant d'embarquer. Marguerite ne s'inquiète pas autrement de la mutinerie.
la première à laquelle il lui a été donné d'assister. Elle en observe les phases avec une curiosité intéressée. C'est en quelque sorte un dérivatif au cruel chagrin qui l'obsède, plus ou moins apparent, plus ou moins aigu, depuis la mort de son père. Nous conservons nos anciennes cabines. Les hommes qui se sont joints à nous ont été, par ses soins, installés dans la grande chambre arrière. Des couvertures sur lesquelles ils peuvent s'étendre ont été sorties, à cet effet, du coffre à hardes. Tout, dans le gréement du bateau, est confusion et désordre. Les voiles non ferlées offrent un triste spectacle. Beaucoup d'entre elles pendent lamentablement le long des mâts, et à chaque coup de roulis, elles claquent tristement dans le vide. Seule la grande vergue a sa toile correctement tendue, ce qui nous permet de continuer notre route. Mais nous avançons avec une lenteur désespérante qui ne dépasse pas au maximum 7 à 8 milles par jour. Par moments, l'Elseneur tourne sur lui-même comme une toupie et décrit des cercles indécis, à la recherche du vent. La mer, heureusement, est calme et le temps superbe, ce qui nous évite les pires catastrophes. Les jours passent. Une semaine s'est écoulée et les mutinés ne paraissent pas souffrir encore de la faim. Leurs provisions doivent pourtant s'épuiser car, à 2 reprises, Bert Rhine a tenté de négocier un armistice. Mais chaque fois, M. Pike a tiré sur le drapeau blanc dès qu'il a flotté sur le rouf central. Il veut une soumission intégrale et sans phrase. Il commence malgré tout à trouver le temps long. Une idée surtout paraît l'obséder. Venger la mort de son cher capitaine Somers. Je le surprends, à tout bout de champ, en train d'arpenter la dunette, les traits contractés. Il marmotte contre Sidney Waltham d'affreuses menaces, serre et desserre alternativement ses gros poings carrés et grince des dents. Il en arrive à envisager une attaque nocturne contre l'adversaire qui continue à nous narguer. Il m'a longuement entretenu de cette éventualité, et je suis persuadé que s'il savait exactement où loge Sidney Waltham, il risquerait l'aventure. Hier, vers 4 heures de l'après-midi, le 2e lieutenant s'est montré sur le tillac où il s'est arrêté à découvert en regardant la mer. « Tirez dessus !» m'a dit vivement M. Pike. J'épaulais déjà, et dissimulé derrière la chambre des cartes, je visais avec soin, car c'était un coup à longue portée. Quand le second me toucha le bras et me jeta. « Non, ne tirez pas. Malgré la distance, vous pourriez l'atteindre, et je le veux, pour moi seul. » J'abaissai mon arme. Ce fut ensuite Shorty qui apparut un instant à la porte du poste d'avant et nous tira la langue entre 2 culbutes de clowns. Vers la fin du jour, sur le conseil de Marguerite, M. Pike est allé chercher son phonographe et l'a installé sur la dunette. Puis il l'a mise en marche et l'appareil a, par dérision, entonné des airs gais à l'adresse des mutins. Mais le parti adverse a riposté du tac au tac, et un orchestre complet n'a pas tardé à nous envoyer, jusqu'à minuit, ses flots d'harmonie. Un accordéon, qui, d'après Tom Spink, était la propriété de Mike Cipriani et dont a hérité Guido Bombini, marque la mesure sur un rythme enlevé. Des fifres, des sifflets, des triangles improvisés et des tambours de fortune, fabriqués de toutes pièces, suivaient le mouvement indiqué. Le jour suivant, le concert a repris. Des bidons à pétrole, des poêles à frire, et tous les ustensiles métalliques que les hommes ont pu trouver sont venus grossir l'orchestre. À coups de pincettes, de tiges de fer et de bâtons, ils frappent dessus à tour de bras suivant une cadence peu harmonieuse. En guise de basse et de contrebasse, ils battent aussi la grosse cloche placée à l'avant du bateau et font jouer la sirène de brume. C'est un tintamarre odieux, à se boucher les oreilles, dont nous avons été gratifiés toute la journée, les musiciens se relayant à tour de rôle afin de poursuivre sans arrêt leurs infernales mélodies. J'étais tellement exaspéré que le soir venu, pour faire cesser ce charivari, je me serais rallié sans hésiter à l'assaut nocturne médité par M. Pike. Mais le second se contenta de hausser les épaules avec mépris. Le lendemain, il y eut une variante dans la riposte. M. Pike, ayant remis en marche son phonographe avec de nouveaux enregistrements d'airs d'opéra, Guido Bombini, qui tient de la nature une bonne voix de ténor, a entonné, en s'accompagnant de son insupportable accordéon, divers morceaux de Verdi et de Massenet, voire de Wagner. Bert Rhine et sa séquelle ont de leur côté chanté des chansons populaires. L'une d'elles, qu'ils ont rugi je ne sais combien de fois à l'évidente attention de M. Pike, avait pour refrain « C'est un ours, c'est un ours, un ours ».
Nancy en personne a poussé également son petit air et a chevauté lugubrement un passage de Flying Cloud. Il n'est pas jusqu'aux trois rêveurs, aux yeux de topaze, qui naient, dans leur langage inconnu, psalmodier des complaintes étranges, douces et tristes. Cette fois, l'exaspération de M. Pike fut telle qu'il me poussa de l'épaule, quand la nuit fut suffisamment obscure, et me proposa carrément d'aller faire taire à jamais musiciens et chanteurs. Monsieur Pathurst, me dit-il, nous pouvons, si nous le voulons, nettoyer toute cette vermine. Vous prendrez le revolver du capitaine West, et tous deux nous nous glisserons sans bruit vers l'avant. Nous ferons irruption dans le poste de l'équipage, puis nous commencerons aussitôt à tirer. Au premier coup de feu, les plus minables de la bande, Nancy, Sundry Byers, Jacobsen, Bob et Shorty, décamperont, et se sauveront vers l'arrière, où nos hommes viendront facilement à bout de ces déchets humains. Nous liquiderons le reste. Pif, paf, j'abattrai en un clin d'œil les plus grosses pièces. Bert Ryan, Nosy Murphy, Kid Twist, Bombini, Deacon, Mulligan Jacobs, Isaac Chance, Jack Hackey et Sidney Waltham, qui sans aucun doute sortira de son trou. Pardon, dis-je en souriant. Vous allez un peu vite en besogne. Votre colt n'a que 8 coups. Sidney Waltham sera pour moi. Monsieur Pike réfléchit un instant. Oui, dit-il avec raison. Ça fait un de trop. Eh bien, je vous abandonnerai Mulligan Jacobs. Qu'en dites-vous? Vous êtes de la partie? J'hésitais, en pensant à Marguerite. Mais ce fut M. Pike lui-même qui recula finalement, après avoir réfléchi aux responsabilités encourues. Non, non, monsieur Pathurst, déclara-t-il lentement. Nous ne pouvons courir un pareil risque. Si vous ou moi, ou tous les deux, nous étions tués par malheur, le bateau tomberait entre leurs mains. Notre devoir est de rester tranquillement à l'arrière, autant qu'il sera nécessaire. La famine, c'est beaucoup plus sûr. Il s'agit d'attendre. Chapitre 33. Au cours d'une averse tombée ce matin, Buckwheat était occupé à recueillir l'eau de pluie aux gouttières de la chambre des cartes lorsqu'une détonation retentit et une balle de revolver tirée de l'avant l'atteignit à l'épaule. La balle était heureusement de petit calibre et avait perdu, en touchant son but, les trois quarts de sa force de percussion. La blessure n'était que superficielle, mais notre homme se mit à brailler comme s'il allait mourir. Si bien que M. Pike, énervé, le fit taire avec quelques bons coups de poing sur les oreilles. Puis il se mit à l'œuvre. Je n'aimerais guère avoir M. Pike pour chirurgien. Pour pouvoir engager son petit doigt, beaucoup trop gros pour cette opération, il dut élargir notablement le trou provoqué par la balle pour aller la chercher au fond de la plaie. Buckwheat se remit à hurler comme un damné. Mais pendant que M. Pike opérait de la main droite, de la gauche il menaçait d'une gifle le patient, qui fut ainsi contraint de se tenir tranquille. La balle, une fois extraite, avec autant de délicatesse que s'il s'était servi d'un ciseau à froid, M. Pike envoya Buckwheat à Marguerite, qui prit soin de lui, appliqua sur sa blessure des antiseptiques et la banda. La jeune fille est entre-temps fort occupée avec les nouveaux hôtes de la grande chambre arrière. Elle leur a distribué des chaussettes et des chemises propres qui se trouvaient, comme les couvertures, dans le coffre à hardes, et commandé de se récurer et se rincer à fond avec l'eau de pluie recueillie par Buckwheat. Et pour être certaine qu'il n'y ait point de tricherie, elle a ordonné à Louis et au steward de veiller à la stricte exécution de cette mesure d'hygiène. Buckwheat lui-même a dû s'y soumettre. Il a pleurniché, en expliquant qu'avec son épaule blessée, on lui demandait l'impossible. Marguerite a tenu bon, et c'est Tom Spink qui a été chargé de laver et de sécher son camarade. Elle a, d'autre part, formellement interdit à nos hommes de fumer la pipe ailleurs que sur la dunette. Pour couronner le tout, ils devront gratter et lessiver les murs et les plafonds de la pièce qui les a reçus, et dès demain lui donner un coup de peinture. Pour se nourrir, les mutins ont aujourd'hui pris à l'hameçon des albatros. M. Pike a observé la pêche à la jumelle. Les oiseaux ont été plumés, et les hommes, après s'en être repus, ont rejeté les carcasses à la mer en ne gardant que les os creux des ailes pour fabriquer des tuyaux de pipe. J'ai appris à mes dépens ce qu'étaient les quarts sur quarts. Autrement dit,
Je passe sur la dunette 12 heures sur 24 à monter la garde. Monsieur Pike assume le reliquat. Parmi nos hommes, il n'y en a pas un en qui nous ayons une confiance suffisante, ni qui possède les capacités nécessaires pour nous faire relayer par lui. Aussi, dès que je regagne ma cabine, je tombe de sommeil et m'endors comme un enfant. Par une vieille habitude, j'essaie parfois de prendre un livre et de lire, mais le sommeil est le plus fort et le plus souvent, je n'achève pas la page commencée. Quand je suis trop las pour écrire, c'est Marguerite qui prend mon stylo et tient à jour mon journal. Je mange comme un terrassier, avec un appétit que je n'avais jamais connu jusqu'ici, et de ce surmenage forcé, j'éprouve au total un bien-être incroyable. Mes muscles se gonflent et s'affermissent, ils deviennent durs comme de l'acier. Et pourtant, s'il me prenait fantaisie de lutter avec M. Pike, c'est lui encore qui, malgré son âge, me briserait comme verre. L'étonnant vieillard. Le pauvre faune n'est pas mort des suites de la blessure que je lui ai faite, en tirant malencontreusement sur lui. Henri m'a affirmé l'avoir aperçu hier sur le pont. Aujourd'hui, je l'ai vu moi-même. Il s'est avancé jusqu'au rouf central et a regardé vers la dunette, toujours aussi incapable de comprendre tous ces tragiques événements. Je l'ai observé avec ma jumelle, et j'ai retrouvé, dans ses yeux, l'expression à la fois poignante et troublante qu'ont les chiens battus. Le beau temps continue. Nous sommes à moins d'1 millier de milles de la terre, à peu près par le travers de Valparaiso, et avec un peu plus de toile, les brises légères qui soufflent de l'ouest-nord-ouest nous y conduiraient gentiment. Quand nous discutons à propos de la mutinerie, M. Pike rit à gorge déployée, et m'assure que nous aurons un jour ou l'autre tous ces roquets. « Une bonne blague, me dit-il. Soyez sans crainte, monsieur Bathurst. Il ajouta, en se frottant les mains, que pendant ce temps son salaire court toujours. En revanche, la vue intermittente de Sidney Waltham, qui du tillac ou à cheval sur le mât de Beaupré observe placidement la mer et le ciel, où pêchent à la ligne gros et petits poissons, continue de le faire sortir de ses gonds. Cet après-midi, il m'a emprunté ma carabine et a envoyé une grêle de petites balles en direction du 2e lieutenant. Il n'y avait, bien entendu, qu'une chance sur 100 qu'il pût atteindre Sidney Waltham. Pourtant, celui-ci a jugé prudent de ne pas courir cette chance unique. Il a tiré à lui sa ligne et s'est replié vers le poste d'avant. Le lendemain, vers 4 heures du matin, quand je vins relever M. Pike, il faisait encore nuit. Je le trouvai à la coupée de la dunette, plongé dans une méditation si profonde que je dus lui adresser la parole à 2 reprises avant qu'il m'entende. Il me répondit par un de ces grognements sourds qui lui sont coutumiers et me regarda comme un halluciné. L'instant d'après, malgré tous ses efforts pour se maîtriser, il s'anima étrangement. Puis brusquement, « Je reviens dans quelques minutes, » dit-il. Et il disparut dans l'obscurité qui régnait sur le pont de l'Elseneur. J'en fus abasourdi. Que pouvais-je dire ou faire? Rien, évidemment. J'entendis dans le silence son pas lourd qui se dirigeait vers l'avant. Soudain, la détonation de 2 revolvers ébranla l'atmosphère. Puis plus rien. Un silence total retomba. Je continuai mon quart jusqu'au lever du soleil et attendis en vain. M. Pike ne revint pas. J'étais encore là quand Marguerite apparut et m'adressa un joyeux bonjour. « Quoi de neuf, brave marin ?» me demanda-t-elle. Je balbutiai. « Quoi de nouveau ? Eh bien, il y a de nouveau que M. Pike a disparu ?» Je lui racontai brièvement ce qui s'était passé et ajoutai. « En attendant le retour du second, je ne peux pas quitter la dunette. Si vous vouliez bien me faire monter mon petit déjeuner ici... » À midi, j'étais encore à mon poste et Marguerite m'apporta elle-même mon déjeuner. Tout le long de la journée, rien d'intéressant ne se produisit. Je vis seulement à l'avant Shorty m'adresser sa grimace rituelle et faire le clown, le badaud maltais capturer un albatros et Tony le grec pêcher un requin. Le monstre était si gros et si pesant qu'il fut impossible de le hisser à bord. Ils se mirent tous à tirer en vain sur la corde au bout de laquelle la bête se débattait furieusement. La corde cassa, et le requin retomba à la mer. À la fin du jour, comme j'étais complètement épuisé, muni du revolver de son père, Marguerite me déclara que pendant la nuit, elle prendrait ma place sur la dunette,
pour que je puisse me reposer. Henri, l'un des voiliers, et le steward, armés de haches et de couteaux de cuisine, veilleraient près d'elle en prévision d'un assaut de l'ennemi, toujours possible. Le lendemain, la situation demeura inchangée. À l'aurore, je vins relayer Marguerite. Elle alla dormir à son tour, et le soir, comme la veille, elle m'en remplaça. Elle eut pour compagnie le second voilier, porteur d'un lourd marteau, qui pouvait éventuellement servir de massue, Tom Spink, muni d'un harpon, et Wada, chargé d'un épieu de fer à la pointe aiguë, ingénieusement fabriqué par lui. Cette nuit encore, aucun incident ne se produisit. Le surlendemain, quelques têtes se montrèrent en avant du rouf central pour observer ce qui se passait sur la dunette. Comme j'épaulais aussitôt ma carabine, elles s'éclipsèrent instantanément. Ce qui surtout continuait à me préoccuper, c'était la possibilité d'une attaque de nuit. Il me vint à l'idée de garnir un grand chaudron d'une certaine quantité de matières inflammables et éclairantes qui sont employées sur les navires pour les signaux nocturnes. Dans la grande chambre arrière, je trouvai fort heureusement une ample provision. Fusées, chandelles romaines, feux de bengale bleus, rouges et verts, et grosses cartouches de poudre. Une étoupe, imbibée de pétrole et tenue prête à l'avance, enflammerait, au moment propice, tout le contenu du récipient. La surprise éprouvée par l'adversaire ne pourrait que contribuer à le faire reculer. Et si malgré tout, il fallait en venir à un corps à corps, la bataille au moins ne se déroulerait pas dans la nuit. Chapitre 34. Le temps demeure merveilleusement doux et beau. Aucune attaque ne se produit, et mes hommes ont cessé de se faire de la bile. Sans s'inquiéter des événements, ils boivent et mangent tous leurs sous, engraissent à vue d'œil et ne se gênent pas pour faire un somme sur la dunette, même quand ils sont de garde. Si je ne maintiens pas énergiquement la discipline nécessaire, bientôt je ne pourrai plus me faire obéir. Tom Spink, principalement, depuis la mystérieuse disparition de M. Pike, donne des signes fâcheux d'insubordination et d'insolence. Marguerite l'a remarqué comme moi, et m'en a entretenu hier. « C'est un bon marin, » m'a-t-elle dit, « mais un type faible. Si nous n'agissons pas, il pourrira tous les autres. » C'est également mon avis, ai-je répondu. À la première incartade, je sévirai. Oui, oui, croyez-moi. Soyez dur avec ceux à qui vous commandez à présent. Nietzsche l'a dit. Dans la vie, lorsque les circonstances l'exigent, il faut savoir être dur. C'est une nécessité inéluctable si on ne veut pas être détruit soi-même. L'ennui, c'est que je n'ai pas été, comme M. Pike, entraîné de longue date à ce métier difficile, qui consiste à maîtriser ses semblables, à leur imposer par la force sa volonté. Être dur, c'est facile à dire, mais dans la pratique, ça n'est pas si commode que ça. D'autant que Tom Spink n'est pas un mauvais bougre dans le fond. Mais la disparition successive du capitaine West et de M. Pike l'ont visiblement désemparé. Il doute de mes capacités à les remplacer, à mater la mutinerie et à conduire l'Elseneur au port. Pour lui, je suis un amateur, ce qui est vrai d'ailleurs. Ça ne lui dit rien qui vaille. Alors, tout naturellement, il n'est pas porté à me respecter. Buckwheat, les Asiatiques et le gros Louis observent, amusés, la situation. Tom Spink, d'autre part, n'a pas encore commis une faute suffisamment grave pour que je puisse utilement sévir. J'attends une occasion. Elle s'est offerte ce matin. Alors que j'étais sur la dunette à assurer mon quart, il a craché devant moi sur le plancher le jus de la chique qui lui gonflait la joue. Le jet a presque atterri sur mes pieds. Ceci est, en mer, une faute aussi impardonnable que de proférer un blasphème en pleine église. J'eus un sursaut et commandai. « Dis donc, mon gars, tu vas aller chercher un torchon et m'essuyer ça en vitesse. » Mais Tom Spink se contenta de me regarder d'un air narquois, en roulant sa chique dans sa bouche avec sa langue. Il ne s'attendait certes pas à ce qui allait arriver, et j'en fus le premier étonné. Dans un réflexe automatique, mon poing partit, comme une flèche échappe à la corde d'un arc, et alla frapper Tom Spink sur la mâchoire. L'homme trébucha, fit quelques pas en arrière et tomba à la renverse. Il se releva à demi, comme pour riposter, mais je ne lui en laissai pas le temps.
Je fonçai sur lui et un second coup de poing, aussi solidement appliqué que le précédent, le mit définitivement hors de combat. C'était la première fois, depuis mon adolescence, que je frappais quelqu'un à poing nu. Et je le reconnais naïvement, j'éprouvais une satisfaction intense de l'exploit que je venais d'accomplir. D'autant que j'aperçus Marguerite qui se trouvait à quelques pas, près de la chambre des cartes. Elle avait assisté à la correction administrée au pauvre Tom Spink et me souriait, pour me féliciter de mon succès dans une passe d'armes où j'avais largement triomphé. Telle est la nature humaine. La présence et l'approbation de madame furent pour moi un excitant inattendu, et je réitérai mes coups une demi-douzaine de fois sur le vaincu qui demandait grâce. La bête sauvage qui habite en chacun de nous s'était déchaînée, et s'en était donnée à cœur joie en exerçant sa cruauté sur un autre être, terrassé par elle. Quoi qu'il en soit, l'opération a été salutaire pour Tom Spink. Il a encaissé une sérieuse leçon de discipline et a promis de se bien conduire désormais. « Alors, tu as compris, mon gars ?» lui ai-je dit, en enflant la voix et en m'efforçant de la mettre au même diapason que celle de M. Pike, en de pareilles circonstances. « Oui, j'ai compris, » a-t-il marmotté, les lèvres en sang. « J'ai très bien compris, M. Pathurst. Je vais aller chercher un torchon et j'essuierai mon crachat. J'ai parfaitement compris, je vous assure. » La situation était si comique que j'avais peine à me retenir d'éclater de rire au nez de ma victime. Mais je réussis à garder mon sérieux. C'est d'un air férocement hautain et les sourcils froncés que je surveillais le nettoyage du plancher. Le plus amusant de l'histoire, c'est qu'en frappant, j'avais dû faire avaler sa chic à Tom Spink, qui, pour la faire passer, hoquetait et contractait sa gorge, tout en lavant et frottant de toutes ses forces. Je dois d'autre part avouer loyalement que les phalanges de mes doigts, peu habituées à ce genre de sport, étaient horriblement écorchées et gonflées. Tout en écrivant ces lignes, je les contemple d'un air piteux, avec le ferme espoir que s'effaceront, un jour ou l'autre, ces marques douloureuses de ma sauvagerie. Depuis, l'atmosphère s'est merveilleusement éclaircie. Tom Spink obéit instantanément à tous les ordres que je lui donne, et Buckwheat l'égale en célérité. Quant aux 5 Asiatiques, je les sens plus sûrs depuis que j'ai manifesté ma maîtrise. En cognant sur la figure d'un homme, j'ai obtenu un résultat moral. Je n'y serais certainement pas arrivé autrement, et la correction d'un seul m'a dispensé de rosser le reliquat. 2 jours encore viennent de s'écouler et les mutins semblent avoir épuisé leurs vivres, ou peu s'en faut. J'ai remarqué que les carcasses des oiseaux capturés par eux sont maintenant raclées à fond et qu'ils grignotent jusqu'aux petits os. Les gros sont brisés pour en extraire la moelle. Marguerite a attiré mon attention sur la descente du baromètre et la crasse grisâtre qui s'amasse dans le ciel. « C'est un coup de vent qui se prépare, » m'a-t-elle dit. « Dans l'état lamentable où est notre voilure, il peut se produire du vilain, pour nous, et pour l'Elseneur. » J'ai donc agité le drapeau blanc, pour inviter l'adversaire à parlementer. Bert Rhine et Charles Davis n'ont pas tardé à se présenter, et pendant que sur mon invitation ils escaladaient la dunette, de nombreuses faces émaciées se pressaient sur le pont afin d'observer ce qui allait se passer, avec une curiosité un peu anxieuse. « Alors, vous en avez assez ?» fit avec insolence Bert Rhine, quand il se trouva face à face avec moi. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous être agréable ?» Je répondis sèchement. « Peu de choses. Si ça vous convient, vous pouvez vous remettre au travail. » « Si c'est pour vous payer notre tête que vous nous avez fait venir, » commença Charles Davis. Bert Rhine lança à son acolyte un regard sévère qui le fit taire et reprit. « Bref, vous avez besoin de nous. Expliquez de quoi il s'agit. » Je ripostai. « Je parle pour notre bien à tous. Ça va bientôt souffler, et toute cette toile déferlée qui pend là-haut fera dégringoler les vergues sur le pont. Envoyez les hommes arranger ça autant que possible. Et si je refuse ? Vous en subirez également les conséquences. Tu sais comme moi ce que c'est qu'un bateau, non ? J'ajouterai ceci. Vous êtes plus exposés que nous, et toutes ces barres d'acier tomberont principalement sur vos têtes. C'est bon. Je vais aller dire 2 mots à l'équipage et lui demander son avis. Bert Rhine se préparait déjà à redescendre sur le pont,
toujours flanqué de Charles Davis, quand j'ajoutais « Un mot encore !»« Allez-y, dit-il en se retournant. Qu'est-ce que vous avez fait de M. Pike ? Et vous ? Me répliqua-t-il. Qu'est-ce que vous avez fait de M. Meller ? Dites-le-moi, et je vous répondrai. Je n'insistais pas. Il était évident que M. Pike et M. Meller s'étaient entretués ou grièvement blessés, et qu'on les avait tous deux fait passer par-dessus bord. Je tirai ma montre et dis 10 minutes, pas plus, c'est compris ? Ce délai passé, je recommence à tirer sur quiconque d'entre vous se montrera sur le pont ou dans la mâture. Alors que nous parlions, le vent de nord-ouest fraîchissait d'instant en instant et commençait sa dangereuse musique dans le gréement qui frémissait comme une harpe. Je vis Bert Rhine qui parlementait avec les mutins. Shorty, pendant ce temps, dansait une gigue. Les pourparlers furent brefs, car le danger était imminent, et Bert Rhine, agitant son mouchoir, me fit comprendre que nous étions d'accord. Les hommes, en effet, grimpèrent aussitôt dans la mâture, et sous la direction du gibier de bagne, les voiles qui pendaient furent ferlées, sauf un petit nombre d'entre elles qui furent rétablies. Sur la dunette, Tom Spink prit la barre et je lui ordonnai de gouverner vers l'est, c'est-à-dire vers la côte américaine et Valparaiso. Et l'Elseneur, grâce à la collaboration forcée des hommes de l'avant, fila bientôt dans la direction que j'avais décidé de suivre. Avec une vitesse sans cesse accrue, le bateau continua sa course toute la journée et toute la nuit qui suivit. Savez-vous, pauvre terrien, moi qui vous méprisais un peu quand vous avez embarqué, je le reconnais à ma honte, qu'il y avait en vous l'étoffe d'un homme de mer qui s'ignorait. Tous mes compliments, monsieur Pathurst. Mais allons, j'avais peur de déchoir en vous épousant. Je vois avec plaisir que je me trompais totalement. Et Marguerite se sauva en riant. 4 jours durant, nous avons continué à filer à belle allure. Le loch a donné 8 nœuds en moyenne, et par moments jusqu'à 9. Puis le vent mollit, et les mutins établirent d'eux-mêmes quelques voiles supplémentaires. Pourtant, ils ne peuvent douter que nous gouvernons vers la terre. Marguerite et moi, nous sommes d'accord pour estimer que leur dessein est de déserter dans les canaux, dès que la côte sera en vue. Nous naviguons au jugé, et sous peu, il sera nécessaire de préciser notre direction. Or, j'ignore totalement comment faire le point, ce qui m'inquiète beaucoup. Marguerite est venue à mon aide pour combler mes lacunes en matière de navigation. « Je me suis souvent amusée, me dit-elle, à prendre part au calcul de mon père, dans cette opération particulièrement délicate. Et mon Dieu, je crois pouvoir encore me débrouiller avec un sextant. Tant bien que mal, nous toucherons au but, ne vous en faites pas. » Comme nous sommes de plus en plus proches de la terre, une intimité plus étroite commence à régner entre la jeune fille et moi. Souvent, dans la nuit, sur la dunette, je lui baise la paume de la main, et le contact de nos 2 corps devient plus hardi, alors que nous regardons les nuages légers qui volent sur nos têtes, ou les étoiles, qui de leurs clous d'or piquent le firmament. Chapitre 35. Nous n'étions cependant pas encore au bout de nos peines, et la détente apparente qui s'était produite entre les mutins et nous n'a pas duré. L'attaque nocturne contre la dunette, que je prévoyais depuis longtemps, a été donnée. Il était 2 heures du matin. Marguerite effectuait son quart. Moi, je dormais, non loin d'elle, près de la chambre des cartes, sur mon matelas, que, vu la tiédeur de la température, je m'étais fait apporter. Je fus réveillé en sursaut par un coup de revolver tiré par la jeune fille, bientôt suivi de plusieurs autres. Je bondis sur mes pieds, et sans perdre la tête, je fis immédiatement fonctionner le fameux chaudron. Les artifices qu'il contenait s'enflammèrent à merveille. L'illumination fut instantanée et splendide. Quelle clarté féerique! Dieu du ciel! La poudre détonnait, crachotait et sifflait. Les fusées déversaient sur l'ennemi, qu'aveuglaient les feux de Bengale multicolores, des cascades de feu. J'avais eu soin de placer mon chaudron devant un paravent de planches qui me laissait dans l'ombre et me servait d'abri, tandis que la marmite infernale projetait sur l'adversaire ses pétérades et ses brûlures. Dans le combat, tout l'avantage était pour nous. Marguerite tirait sans discontinuer, et je faisais de même. Nos hommes avaient sauté à bas de leur couchette et étaient venus nous rejoindre.
Je vis Wada chargé comme un buffle et frapper de son épieu en pleine poitrine un des assaillants plus hardis que les autres, que Marguerite venait de manquer. Notre victoire fut rapide et complète. Telle une bande de lapins, les envahisseurs, déconcertés, abasourdis, battirent précipitamment en retraite, en laissant derrière eux sur le pont le corps convulsé par la souffrance de l'homme qu'avait atteint l'épieu du japonais. Le reste de la nuit fut tranquille. Je ne voulus pas toutefois laisser Marguerite veiller seule, et l'œil au guet, je demeurai près d'elle. À 4 heures du matin, brisée de fatigue, elle alla s'étendre sur mon matelas et ne tarda pas à s'endormir. Quand le jour fut levé, comme j'étais curieux de savoir quel était l'homme dont le cadavre gisait toujours en dessous de la dunette, et que je ne pouvais identifier car son visage était tourné vers le sol, je fis descendre sur le pont Henry et Buckwheat. Ils retournèrent le mort et je reconnus Dietmann Hollandsson, le Norvégien à l'œil torve. Mort, il l'était bien. Henry et Buckwheat le soulevèrent l'un par les épaules, l'autre par les pieds, et le firent passer par-dessus bord. Ça n'en faisait qu'un de plus. Tant que dura l'opération, je montai la garde avec ma carabine, prête à épauler et à tirer. Mais personne ne se montra. Les vivres, à l'avant, baissent de plus en plus, et les lignes étaient nombreuses ce matin, qui tentaient de prendre à leur hameçon les albatros, les mouettes et autres oiseaux de mer. Je me suis mis aussitôt à harceler les pêcheurs en leur expédiant quelques balles, auxquelles répondirent des coups de revolver. Personne ne fut atteint, d'un côté ni de l'autre, mais les détonations effarouchèrent les bateaux qui s'éloignèrent du navire, à la grande colère des affamés. Pour la compréhension de ce qui va suivre, il faut d'abord que je vous explique en quoi consiste sur un bateau ce qu'on appelle la manche à air. C'est un gros tube d'acier qui a son point de départ dans les entrailles de la soute à charbon, à laquelle il a pour fonction de fournir de l'air respirable. Il s'élève et passe au-dessus de la cambuse et débouche près de la chambre des cartes, en face de la barre. Cet orifice est clos par une grille faite de solides barreaux de fer, si rapprochés les uns des autres qu'un rat adulte ne pourrait s'y glisser. Or, un des mutins a réussi à ramper dans la manche à air et parvenir, par cette voie, jusqu'à la dunette. Un coup de revolver, accompagné d'une légère fumée bleue, a retenti tout à coup, et une balle a jailli entre les barreaux. Elle est venue frapper Henry, qui était alors de service au gouvernail. Je le vis se cramponner au poignet de la roue, puis pivoter sur lui-même, et s'affaler sur le pont. La balle, par un mauvais coup du sort, l'avait atteint dans la région du cœur. Tom Spink et l'un des voiliers qui avaient, comme moi, assisté à la scène, s'élancèrent vers leurs camarades, tandis que le revolver continuait à tirer, et que les balles venaient s'écraser autour d'eux, sur une des parois de la chambre des cartes. Ils eurent la chance de n'être pas atteints, et réussirent à emporter Henry hors du champ de tir du revolver. Le jeune homme frissonna durant quelques secondes encore, puis ne bougea plus. Il avait cessé de vivre. La liste, déjà longue, des matelots de l'Elseneur, qui dans la désagrégation salée de la mer ont servi de pâture aux poissons, s'accroît sans trêve. Je compte sur mes doigts et je trouve qu'Henry est le 14e qui depuis le départ a culbuté dans les flots. Qui avait tiré ? Je l'ignorais. Mais le but évident de l'homme embusqué dans la manche à air était de rendre intenable le rôle de timonier et de nous enlever ainsi la direction du bateau. Le calcul était plutôt enfantin, et après un instant de réflexion, j'ordonnai à Louis et à Tom Spink de monter sur la dunette 2 sacs de farine. Ils sont solidement bloqués par la grille de fer et empêcheront désormais le meurtrier du malheureux Henry de renouveler son exploit contre l'un d'entre nous. Le lendemain, les oiseaux de mer ont reparu autour de l'Elseneur, et les mutins, qui doivent crever la faim, ont de nouveau tendu leurs lignes. Mais le bulldog que je suis devenu s'est fait ingénieux et féroce pour la destruction des chiens adverses. Au lieu de tirer sur les oiseaux qu'appâtaient tant bien que mal les hommes avec les débris de nourriture qui leur restaient, j'ai trouvé mieux. Pour débuter, j'ai jeté à la mer des quartiers de porc, maintenus à la surface de l'eau par des flotteurs de liège que retenaient des cordelettes, et de gros morceaux de pain. Les oiseaux ont naturellement abandonné l'avant pour venir s'abattre sur cette abondante et délectable provende. Ce n'est pas tout. En fouillant dans la boîte à pharmacie,
J'ai déniché un certain nombre de fioles qui portaient sur leur étiquette une tête de mort et 2 tibias en croix. C'est dire que les mixtures qu'elles contenaient constituaient, à dose tant soit peu forte, de violents poisons. Le lendemain, les quartiers de porc et les morceaux de pain furent imbibés du contenu desdites fioles, auxquelles vint s'ajouter de la mort aux rats. Tous les oiseaux, et Dieu sait qu'il y en eut, qui se régalèrent de ce généreux repas, ne tardèrent pas à battre des ailes et à crever. En un quart d'heure, la mer en fut complètement nettoyée. Seuls quelques-uns d'entre eux qui avaient dû, dans la bousculade, se contenter de picorer la pâture empoisonnée, s'en furent voltés vers l'avant, où les mutinés tentaient de les attirer avec leurs lignes. Plusieurs oiseaux se firent prendre, et ils furent aussitôt fricassés et dévorés. Quelques heures après, 2 cadavres étaient traînés sur le tillac et immergés. Le steward, qui se tenait à côté de moi sur la dunette, battit des mains. J'observais. Ils se seront bagarrés entre eux et tués. Non, s'écria-t-il. Pas battus, pas tués. Eux, avoir mangé oiseaux empoisonnés. Eux, avoir été empoisonnés à leur tour. D'autres hommes être également malades, c'est sûr. Bon, très bon. Et le vieux Chinois en pirouettait de plaisir. Je n'avais pu à distance reconnaître les 2 morts, mais comme à dater de ce jour, je ne vis plus reparaître ni Bob ni le faune, j'en conclus qu'ils avaient été les 2 victimes expiatoires. À bord, il y avait de pires forbans que Bob, et qui avait, beaucoup plus que lui, mérité de mourir. Et le pauvre faune. J'avais le cœur serré en songeant que par une cruelle fatalité, j'avais été, sans le vouloir, préposé par le sort à la destruction de cet être pitoyable et inoffensif. Les oiseaux de mer ont définitivement disparu, et Bert Rhine s'est une seconde fois présenté en parlementaire. Comme s'il craignait évidemment de recevoir une balle, s'il arrivait par le pont, il a préféré passer par la Manche à air. C'est d'ailleurs sans doute lui qui avait déjà emprunté cette voie, et tirant entre les barreaux de fer, avait tué Henri. Toujours est-il que, me trouvant sur la dunette, je vis remuer imperceptiblement les 2 lourds sacs de farine qui bloquaient l'orifice du tuyau souterrain. J'en déplaçai légèrement un, en me tenant prudemment à l'écart, et demandai. « Qui va là ?» Ce fut la voix de Bert Rhine qui répondit. « J'ai à vous parler, monsieur Bathurst. »« Tiens, raillai-je. Je te souhaite la bienvenue. Vous avez, toi et ta bande, l'estomac vide. C'est ce qui me vaut apparemment l'honneur de ta visite. L'heure du déjeuner approche et je te communiquerai volontiers le menu qui va m'être servi. Comme entrée, caviar sur tranche de pain grillé, coquille Saint-Jacques, homard à la crème. Viennent ensuite les plats de résistance, porc froid aux haricots et côtelettes d'agneau de conserve aux petits pois. De ces petits pois de France qui fondent dans la bouche, tu connais ? Pour légumes, asperges de Californie à la mayonnaise et pommes de terre frites. Dessert, tarte aux pêches. Et pour finir, de l'excellent café. Je ne mangerai pas mieux, je le reconnais volontiers, dans les meilleurs restaurants de ce bon vieux New York. Au cas où tu ne me croirais pas, j'ajouterai que je ne te raconte pas de bobards. À ton tour, dis-moi ce que vous avez à boulotter à l'avant. Je ne suis pas ici pour vous raconter des balivernes, gronda Bert Rhine, mais pour parler de choses sérieuses. Comme tu voudras, je t'écoute. Quand toi et les autres comptez-vous vous rendre ? Il gronda de nouveau. Assez plaisanté, je le répète. Vous vous gourrez. Je vous le dis carrément, c'est moi qui vous tiens à ma merci. Bien entendu, je n'aurai pas la naïveté de vous expliquer comment. Mais vous feriez bien de réfléchir à ce que je vous dis. Nous vous tenons, je vous en avertis. Tu peux affirmer tout ce que tu veux, répliquai-je. Il faudrait prouver ce que tu avances. Je ne dirai rien de plus, sinon ceci. Rendez-vous, et on ne vous fera aucun mal, ni à vous, ni à ceux qui sont avec vous. Et si je refuse ? Alors vous regretterez bientôt d'être né. Et ce n'est pas vous seul, j'insiste, qui pâtirez de votre entêtement. Il y a une jeune fille qui vous aime et que vous aimez. Vous semblez un peu trop l'oublier. Vous comprenez, je pense, le sort qui lui sera réservé. Un frisson de colère et d'effroi me parcourut le corps. J'étais outré de l'arrogance du misérable qui me parlait, et je ne pouvais en même temps m'empêcher de songer. Et s'il disait vrai ? Ce qu'on ferait de moi me touchait peu.
mais je m'imaginais Marguerite livrée, par cette bande de sauvages, aux pires brutalités et aux pires outrages. Ce fut une brève et affreuse vision. Je dus pâlir, car la voix reprit, insolente et railleuse. « Vous n'êtes pas bête. Je vois que vous saisissez. À la bonne heure. On va pouvoir s'entendre. » Ce fut pourtant l'orgueil de la race qui l'emporta chez moi, et je criai d'une voix rauque. « Quand tu viendras me trouver sur le pont, au grand jour, en rampant comme un chien soumis, alors nous pourrons discuter. » Durant ce colloque, le steward était monté sur la dunette. Il tenait une bonbonne d'acide sulfurique dont il vida le contenu dans un seau de zinc placé, en prévision d'une averse, sous la gouttière de la chambre des cartes. Cela fait, il prit le seau avec précaution, et s'approchant sans bruit, il élargit d'une main l'écartement pratiqué par moi entre les 2 sacs de farine. Puis d'un geste brusque il lança vers la grille de fer derrière laquelle Bertrand collait son visage le feu liquide qu'il portait. Sous la morsure de l'acide, le gibier de bagne poussa un hurlement épouvantable, recula, puis disparut instantanément dans le tube d'acier qu'il avait amené. Le vieux Chinois exultait, d'autant que des cris inarticulés et lamentables continuèrent pendant un bon moment à nous parvenir des profondeurs de la soute à charbon. Devant la souffrance, mon cœur était moins dur que celui du jaune. Certes, Bertrand n'était qu'un forban, mais une immense horreur m'étreignit, dont je n'étais pas maître, devant l'effroyable torture qui lui avait été infligée. Mourir n'est rien, ou peu de choses, c'est le lot commun de l'humanité, a dit Carlyle. Mais entre mourir et recevoir dans la figure un seau d'acide sulfurique, il y a une notable différence. Marguerite, par bonheur, était dans sa cabine quand le drame eut lieu. Je jugeais inutile qu'elle fût mise au courant de ce qui s'était passé, et j'enjoignis à mes hommes de se taire devant elle sur ce sauvage incident. Chapitre 36. Les représailles ne se sont pas fait attendre. Dès le lendemain, Marguerite et moi perçûmes des bruits insolites sous le plancher de nos cabines, sous ceux du grand salon, de la salle à manger et de l'office. Louis, Wada et le steward les entendirent comme nous. Des mains invisibles s'essayaient à marteler le bois, cherchant l'endroit où les épaisses solives de chêne, qui posaient sur une charpente de fer supportaient les pièces de l'arrière au-dessus de la cale, offriraient une moindre résistance. « Bah !» dit Marguerite. « En admettant qu'ils réussissent à percer leur trou, il faudra bien que le premier qui s'y risquera commence par y passer la tête et il nous sera facile de le refouler. » Tard dans l'après-midi, les martèlements, qui s'étaient bien produits en 20 endroits différents, cessèrent. Ils reprirent, de plus en plus inquiétants, au début de la nuit, accompagnés d'un bruit d'acier pareil à celui d'un ciseau sur lequel on frappe. Aussi décidai-je Marguerite à rester couchée et à me laisser monter la garde jusqu'au jour, en compagnie de Louis, sur la dunette. Une attaque simultanée, par la cale et par le pont, se préparait-elle ? Le fameux chaudron avait été regarni, par mes soins, des pièces d'artifice. Le steward veillerait en bas, et lorsque je le vis se munir d'une nouvelle bonbonne d'acide sulfurique qu'il se proposait de déverser sur le premier crâne qui sortirait du plancher, j'approuvai silencieusement son dessein. Il était 2 heures du matin lorsque Wada vint me rejoindre en courant. « Gros ennui en bas, me dit-il. Vous, venir vite !» Je lui remis ma carabine, et le laissant de garde à ma place, je gagnai l'escalier qui descendait aux cabines. Au haut de cet escalier, Buckwheat était assis. Il toussait et s'étranglait. Les yeux remplis de larmes, il se balançait en avant et en arrière, se tordait les mains et agitait les bras. En même temps, une bouffée d'air empoisonné, qui puait le soufre et montait de l'escalier, me fit retenir ma respiration et haleter. Mon mouchoir collé sur le nez et sur la bouche, je descendis les marches en titubant. Dans le corridor qui desservait les cabines, je rencontrai le steward. À demi asphyxié, il rampait sur les mains et sur les genoux, en crachant et en suffoquant, et s'efforçait de gagner l'air libre. Un peu plus loin, un des 2 voiliers, tout aussi mal en point, secouait son camarade affalé sur le plancher et tentait de le ranimer pour le hisser avec lui sur la dunette. Je butai contre le corps étendu et tombai sur les genoux, mais je me redressai aussitôt,
car au ras du sol, l'asphyxie produite par les vapeurs sulfureuses était pire. L'affaire, dès lors, était claire. Le trou que les mutins avaient réussi à percer leur avait servi, non pas à s'introduire dans les cabines, mais à installer sous le plancher l'appareil fumigène qui, d'après les règlements maritimes, existe dans la cale de tous les navires pour la destruction de la vermine. Nous, les maîtres orgueilleux du haut lieu, nous étions traités comme de simples rats. Aussi vite qu'il me fut possible, je gagnai la cabine de Marguerite. J'ouvris la porte qui n'était pas fermée à clé. La jeune fille n'était pas là, le lit était vide. À bout de force, je m'effondrai sur les draps encore tièdes et pendant quelques instants, j'y demeurai immobile et pantelant, en songeant que j'allais mourir dans le creux que son corps y avait laissé. Je parvins cependant à secouer l'engourdissement mortel qui m'envahissait, et je retournai dans le corridor où les lampes allumées ne donnaient plus qu'une flamme indécise et vacillante. L'esprit égaré et mes poumons sifflant sous la morsure du soufre, je cherchais à tâtons lorsqu'un râle affreux vint soudain, à 2 pas de moi, me déchirer l'oreille. Au hasard, je tendis la main, et elle se posa sur la poitrine haletante de Marguerite, qui était à côté au mur. Elle avait tenté de gagner l'escalier, et aux 3/4 intoxiquée, avait dû s'arrêter en cours de route, sans pouvoir aller plus loin. Je la saisis dans mes bras, qui tremblaient de faiblesse et d'anxiété, et je réussis à l'entraîner avec moi. Monter l'escalier marche à marche, dans les vapeurs empoisonnées, fut un cauchemar atroce qui me parut durer un siècle. Il y avait des moments où Marguerite s'effondrait et où elle voulait, semblait-il, me faire comprendre que la lutte était inutile, que nous n'irions jamais jusqu'au bout. Je la relevais, et nous reprenions notre interminable ascension. Quand nous fûmes arrivés à la moitié de l'escalier, des effluves vivifiants que nous envoyait la nuit pure parvinrent jusqu'à nous. Marguerite, qui n'avançait plus que sur les genoux, ne parut pas les sentir. Mais ils pénétrèrent délicieusement mes poumons en feu et me donnèrent la force d'accomplir avec mon précieux fardeau le suprême effort. La dernière marche, une fois atteinte, Marguerite, évanouie, me glissa des bras et je tombai près d'elle, exténué, anéanti. Une attaque extérieure se produisait au même moment contre la dunette. Mais Louis et Wada, auxquels se joignit Tom Spink, la repoussèrent sans peine, car les hommes qui montaient à l'assaut mouraient de faim et ne tenaient pas debout. Ce n'est qu'après 12 heures que nous pûmes, Marguerite et moi, recommencer à respirer librement et nous sentir pleinement revivre. L'épreuve terrible que nous avions subie ensemble, la mort frôlée de si près, ne firent une fois de plus, comme il était à prévoir, que nous rapprocher davantage. Chapitre 37. À la nuit tombée, j'étais assis dans sa chambre, près de Marguerite. Ma main pressait la sienne, et nous songions tous deux que 8 jours au plus nous séparaient maintenant de Valparaiso. Quelqu'un cogna à la porte. « Entrez !» répondis-je, en m'écartant de Marguerite. C'était Tom Spink, que j'avais laissé à la barre. Il avait la figure bouleversée. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demandai-je, avec une certaine inquiétude. « Monsieur Bathurst, il y a quoi ?»« Ils sont sur la dunette, » répondit-il en claquant des dents. Je m'étais levé. « Qui ça ?»« Eux, ceux qui sont arrivés à bord, on ne sait d'où, durant le passage du Cap Horn. Les 3 noyés. Ils sont près de la barre. Alors vous comprenez, je me suis sauvé, et j'ai couru vous prévenir. »« Et comment sont-ils venus ?» demandai-je en souriant. « Comme ce sont des sorciers, ils ont certainement volé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas pris l'échelle que je surveillais sans arrêt. » Et le pauvre Tom Spink poussa un gros gémissement. « S'ils sont venus, repris-je, c'est pour se joindre à nous. Ils ne t'ont fait aucun mal, je vois. C'est le principal. Du pont, ils ont sans doute grimpé dans le gréement du mât d'Artimon et se sont laissés glisser sur la dunette, en se servant du cordage. Allons les voir. » Je pris congé de Marguerite et montai sur la dunette, suivi de Tom Spink, plus mort que vif. Avec leurs cheveux pâles et leurs yeux de topaze qui brillaient dans l'obscurité, pareils à des yeux de chat sous la lumière du fanal que je dirigeais vers eux, ils étaient bien là, les 3 êtres énigmatiques que nous avait envoyés la tempête. Ils ronronnaient doucement dans leur langage inconnu, en élevant leurs mains la paume en l'air. Je leur adressais d'un geste un salut bienveillant.
Ils retirèrent alors leurs casquettes et en signe de soumission, ils posèrent tous trois la main droite sur leur tête. J'acquiesçai d'un nouveau geste en montrant que j'avais compris. Ils s'inclinèrent pour me remercier, puis ouvrirent la bouche et se frottèrent l'estomac, afin de me faire entendre qu'ils avaient faim. J'ordonnai à Tom Spink de les conduire dans la grande chambre arrière, où Louis leur donnerait à manger, tout leur content. Tom Spink grogna une protestation indignée. Je me mis à rire. « Si ce sont des noyés, lui dis-je, comme tu t'obstines à le croire, ils n'ont pas besoin de nourriture. Tu constateras par toi-même la réalité de leur appétit, en surveillant la quantité d'aliments qu'ils absorberont. Voilà une belle occasion de fixer tes idées à leur sujet. » Mais Tom Spink n'était pas convaincu. Il obéit cependant, et quand je lui demandai le lendemain si les trois fantômes avaient bien dîné, il me répondit en branlant la tête. « S'ils ont bien dîné, monsieur Pathurst, c'est fou ce qu'ils ont pu engloutir. Il n'y a pas un estomac humain qui soit susceptible de le contenir, et encore moins de le digérer. »« Ça prouve tout simplement, rétorquai-je, mon pauvre Tom Spink, qu'à l'avant, tous les estomacs sont vides. Cette fois, nous les tenons. 24 heures, en effet, ne s'étaient pas écoulées lorsque Nosy Murphy, le badaud maltais et l'inévitable Davis se présentèrent en bas de la dunette. Je leur demandai ce qu'ils désiraient. Comme Charles Davis allait se mettre à pérorer, je lui coupai la parole. « Toi, tu n'as pas voix au chapitre, Davis, pour l'instant tout au moins. Bientôt, quand tu seras devant ce fameux tribunal, tu nous as assez embêtés avec ça pendant la moitié du voyage. Tu parleras après moi. » Veuillez considérer, pourtant, monsieur Pathurst. Mais Nosy Murphy intervint. « Tais-toi, Davis, ordonna-t-il, ou je me charge de te couper le sifflet. Ce que nous sommes venus solliciter de vous, monsieur Pathurst, c'est la permission de reprendre définitivement le travail. » Très bien. Il y a justement un certain nombre de voiles à larguer. Mettez-vous-y, séance donnante, pour me prouver la réalité de vos bonnes intentions. C'est que, avant, on aimerait bien avoir à manger. Et moi qui commande ce bateau, je préfère que vous commenciez par larguer les voiles. Nosy Murphy hésita. Il regarda le badaud maltais, comme pour lui demander conseil. Celui-ci parut réfléchir, évaluant à part lui le travail demandé par rapport à son état de faiblesse. Il se décida à ébaucher un signe d'acquiescement. Je déclarai. « Nous voici d'accord. La tâche terminée, un bon repas vous sera servi. Allez-y, gaiement. » Les trois ambassadeurs rejoignirent leurs camarades, auxquels ils transmirent ma décision. Je vis alors toutes ces misérables larves se mettre en mouvement pour obéir de leur mieux, et les unes se hissaient dans la mâture, les autres peinaient au cabestan. Sandy Byers pressait désespérément son abdomen. Avec ses traits tirés, Nancy semblait plus que jamais porter le diable en terre. Lars Jacobsen clopinait sur sa jambe 2 fois brisée et 2 fois recollée. Les mains derrière le dos, Charles Davis regardait les autres se débrouiller. « Arrive ici !» lui cria Nosy Murphy, qui tirait vainement sur un filin. « Viens me donner un coup de main !»« Jamais de la vie !» riposta-t-il. Nosy Murphy, lâchant son filin, fonça vers Davis. « Répète un peu !»« Je dis que je suis un pauvre malade. Malade ou pas, tu obéiras, espèce de tir au flanc. » Davis savait que de sa réponse dépendrait sa vie ou sa mort. Il choisit la vie. Et de la dunette, Marguerite et moi nous regardâmes, amusés, Charles Davis qui se décidait à travailler. Le repas promis fut ensuite descendu sur le pont, dans des paniers, aux affamés qui se jetèrent dessus comme des sauvages. « Et quand est-ce qu'on en aura un autre ?» demanda timidement Nosy Murphy, lorsque les écuelles furent vidées et les viandes rongées jusqu'à l'os. « Tant que vous vous conduirez bien, vous recevrez 3 repas par jour, comme d'habitude, répondis-je. Mais dès que vous refuserez d'obéir, on vous coupera de nouveau les vivres. Bon, d'accord. J'ai encore une requête à vous adresser, monsieur Pathurst. Laquelle? Bert Rhine est dans un état pitoyable. Il est presque aveugle. On a fait comme on a pu pour lui bander la figure, qui n'est qu'une plaie. Il souffre beaucoup et n'arrête pas de gémir. Ses brûlures l'empêchent de dormir.
J'allais chercher dans la boîte à pharmacie quelques médicaments appropriés, à base de morphine, qui calmeraient les cuisantes douleurs du gibier de bagne, et je les remis à Nosy Murphy, en même temps qu'une seringue hypodermique dont je lui expliquais le fonctionnement. Nous continuons à nous rapprocher de la terre, de la civilisation, et du règne de la loi que les hommes établissent partout où ils s'organisent en État. Une fois en vue de Valparaiso, j'arborais, au mât d'Artimon, le pavillon indiquant « Mutinerie à bord », et les navires garde-côtes viendront nous escorter jusqu'au port. Tous les mutins seront ensuite livrés, menottes aux mains, aux autorités compétentes. Encore faut-il, pour mener à bonne fin ce dénouement, que les hommes ne prennent pas la poudre d'escampette. Mais après avoir discuté avec Marguerite de cette éventualité que nous avions déjà envisagée, ai-je résolu d'aller, par un coup de force hardi mais nécessaire, détruire les canaux grâce auxquels les coupables auraient toute latitude de fuir. Vers 1 heure du matin, j'ai pris avec moi Wada, le steward, les 2 voiliers, Louis et les 3 inconnus aux yeux de topaze. Ceux-ci s'étaient toujours correctement comportés, depuis qu'ils avaient rallié la dunette. Mais comme, malgré tout, je n'étais pas autrement sûr de la loyauté de ces cadeaux de la tempête, je chargeai le steward de leur surveillance spéciale. Au premier indice de trahison de l'un d'entre eux, il avait pour mission de lui flanquer un coup de couteau dans le ventre. Un éclair de joie passa dans les yeux du vieux Chinois, et de toute évidence l'ordre que je venais de lui donner serait exécuté, le cas échéant, avec un incomparable plaisir. Nous descendîmes donc sur le pont, et nous gagnâmes sans encombre le rouf central. Juste à côté, les canots pendaient à leurs porte-manteaux. Outre nos armes de combat, nous étions tous munis de haches. Là, dans l'indécise clarté de la nuit, nous nous heurtâmes à une forme humaine assise sur un billot servant à l'amarrage des cordages, et comme je me penchai vers elle, je reconnus Mulligan Jacobs. Il était, j'imagine, plongé dans une de ses rêveries poétiques et semblait ne pas nous avoir vus. Je lui mis la main sur l'épaule. Il tressaillit, et je lui murmurai à l'oreille. « Écoute-moi, Jacobs. Nous sommes venus ici pour détruire les canaux. Tiens-toi tranquille, sinon ton compte est bon. »« Vous croyez me faire peur, peut-être » s'écria-t-il, plus implacable et plus amer que jamais. « Je comprends votre manège. Vous craignez que l'équipage ne déserte, et vous voulez le retenir prisonnier. » Je répondis. « Exactement. Et puisque ça t'est égal, tu n'as pas besoin de gueuler. » Mais il continua, en haussant encore la voix et en s'efforçant de redresser son échine tordue. « Ils dorment tous comme des loirs. Ils sont contents d'avoir le ventre plein. Même Bert Rhine s'est assoupi. Les piqûres l'ont calmé. Vous croyez que toute cette vermine m'intéresse ? Alors, pourquoi n'es-tu pas venu à l'arrière te joindre à nous ? Parce que je vous hais, autant qu'eux. Ce sont des brutes, et vous êtes, vous et ceux de votre race, des malins qui les exploitez. Les uns et les autres, vous vous valez. Quant à moi, avec mon dos tordu, je suis la preuve vivante que Dieu n'existe pas. C'est bon, calme-toi. Allez-y, défoncez les canaux, clama-t-il. Faites pendre qui vous voudrez. Moi, je ne suis qu'un pauvre bougre difforme qui échappe aux lois. J'aurais pu aussi bien être en ce monde un papillon qui butine les fleurs, un cochon qui grogne de plaisir en se vautrant devant son auge toujours pleine, ou bien encore un homme comme les autres, un beau garçon que les femmes auraient aimé. Ce qui est sûr, pourtant, c'est que quand votre heure sonnera, vous finirez comme moi dans la nuit, et votre nuit sera aussi noire que la mienne. Je demandai encore. Peux-tu me dire quel est celui d'entre vous qui a eu l'idée de nous asphyxier avec les vapeurs de soufre ? Je l'ignore. Et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. C'était une idée drôlement astucieuse. J'admire le gars qui l'a eue. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je ripostai. Celui qui a eu cette idée astucieuse était un lâche, surtout. Et celui qui a eu l'idée d'arroser d'acide sulfurique la figure de Bert Rhine, de lui brûler la peau et la chair jusqu'aux os, tout son visage part en lambeaux, c'était pas un lâche, non ? Tu es trop curieux à ton tour, répondis-je, un peu gêné. Tu ne sauras rien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je reste là à t'écouter.
Sur l'ordre que j'en donnai, les haches se levèrent et en un clin d'œil, les canots furent crevés et mis en pièces. Au bruit que nous faisions, l'équipage s'était réveillé, et les hommes étaient sortis du poste d'avant. Mais ils se contentèrent de nous regarder en silence achever notre œuvre, et nous nous repliâmes en bon ordre, sans avoir eu à combattre. Le lendemain matin, flanqué du reste de l'équipage, Nosy Murphy vint, comme les jours précédents, se présenter au pied de la dunette afin de prendre mes ordres et de recevoir la pitance coutumière. Bert Rhine lui aussi était venu. Sa tête était enveloppée de bandages, et ses yeux rouges, qui clignotaient faiblement, apparaissaient seuls dans une fente de la toile. Marguerite était près de moi, et je la sentis frissonner. « Maintenant que vous avez défoncé les canots, me demanda Isaac Chance, que comptez-vous faire de nous ? Je compte vous livrer, tous, tant que vous êtes, aux autorités maritimes de Valparaiso, répondis-je. Mutinerie en mer, compliqué d'assassinat. Le cas est grave, vous ne l'ignorez pas. Reste une solution. Vous conduire bien jusqu'à ce que le bateau soit arrivé à quai. C'est le seul moyen d'atténuer un peu vos forfaits passés et d'attirer sur vous, dans la mesure du possible, la clémence du tribunal. Tout vous est permis, grommela Chance. Nous sommes les vaincus, et vous êtes le plus fort. À ce moment, Bert Rhine, avec une énergie surhumaine et que je ne pus m'empêcher d'admirer, arracha les bandages qui lui couvraient le visage et sa face hideuse apparut. « La nuit dernière, hurla-t-il, pendant que je dormais sous l'effet de la morphine, vous en avez profité pour venir à l'avant, détruire les canots. Ces idiots vous ont laissé faire. Si j'avais été présent, ça se serait passé autrement et vous seriez morts à l'heure qu'il est. » Il ne put en dire davantage, et s'effondra sur le pont en rugissant de souffrance. Ses camarades, en se retirant, l'emportèrent. De ses deux mains, Marguerite s'était bouché les yeux devant l'effrayant spectacle de cette chair sanguinolente encore vivante. « Qu'est-il donc arrivé à Bert Rhine ?» me demanda-t-elle en tremblant. Lui dissimuler la vérité était impossible, et je lui confessai l'exploit du vieux Chinois. Il ne me reste que peu de choses à écrire. 2 jours après les événements que je viens de raconter, la terre et Valparaiso apparaissaient à l'horizon. Tout péril était désormais écarté. Marguerite et moi, enfermés une grande partie de la journée dans sa cabine, nous ne cessions de parler de notre prochaine union. À Valparaiso, nous trouverons facilement, disais-je, des ministres du culte pour nous marier. Le procès des mutins une fois terminé, nous équiperons l'Elseneur de nouveaux hommes et de nouveaux officiers, et nous laisserons continuer seul la route vers Seattle. Et nous regagnerons les États-Unis et Baltimore en paquebot, quand ça nous dira. Les West n'ont jamais déserté leur bateau, m'a répondu Marguerite. Nous irons aussi sur l'Elseneur, jusqu'à Seattle. Seattle est bien loin, objectai-je. Ce sont d'interminables heures de mer qu'il nous faudra vivre encore. Elle murmura. Nous les occuperons de notre mieux. Et dans un acompte brûlant, elle appuya ses lèvres contre les miennes. Fin des mutinées de l'Elseneur. Bonjour et bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur les mutinées de l'Elseneur, parce que ça y est, on l'a fini. J'ai bien aimé les derniers chapitres. Je trouve un petit peu dommage qu'on ne sache pas en fait ce qui est devenu de Monsieur Pike et Monsieur Meller, en sachant qu'ils se sont sans doute entretués puis qu'ils ont été balancés à la baille. Mais c'était quand même des personnages importants du bouquin et comme je vous dis, je pense que j'ai une version qui est un peu tronquée. Donc c'est possible qu'on avait peut-être plus d'éléments dans un livre plus complet. Je sais pas s'il manque beaucoup, hein, mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir une version tronquée. Mais bref, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir su ce qui leur arrivait. Je trouve que c'est vraiment une sacrée critique sociale en fait, ce livre-là. Une critique sociale des Blancs qui ont le pouvoir et qui sont aux commandes, entre guillemets, mais aux commandes, mais pas que du bateau. Je trouve que l'histoire elle va vraiment au-delà de ce que ça peut être en fait sur un bateau.
Et il y a une vision qui est vraiment super pessimiste, je trouve, de l'humanité de manière générale. Donc de l'humanité et enfin, des constructions sociales, etc. Je voulais vous dire, parce que j'avais discuté en fait un petit peu par commentaire avec Nilantea. En fait, la question qu'on se posait, c'était est-ce que London, London, il a quand même cité dans ce livre-là des théories de médecine coloniale qui sont un peu constitutives de ce que j'ai compris de la théorie arienne. Arienne comme les théories que suivait le petit Allemand moustachu et en colère de la Seconde Guerre mondiale. Et bref, elle a un peu cherché. Elle précise qu'il semblerait que tout en étant un socialiste plutôt radical, London était également raciste et adhérent du darwinisme social. C'est assez contradictoire, mais peut-être pas si surprenant pour l'époque, comme il y a eu des socialistes antisémites et misogynes auparavant et plus tard des féministes lesbophobes. Au final, je sais pas si c'est super pertinent en fait de savoir si dans un livre, s'il y a des théories dans un livre, est-ce que ça veut forcément dire que l'auteur pense comme son narrateur? Est-ce que l'auteur pense comme son personnage si le personnage n'est pas le même que le narrateur? Et ça me rappelle en fait des cours de Antoine Compagnon qui a mis des cours en ligne sur les théories de la réception. Je vous mettrai un lien en barre d'information. J'ai pas tout lu ces cours-là parce que je crois que c'est des cours de licence ou de master en littérature. Euh, et ma foi, c'est assez velu, quoi. Enfin, c'est assez compliqué à appréhender. Mais je pense parce que j'ai tout simplement pas fait d'études littéraires. Et en gros, ce qu'il disait, j'en avais parlé un petit peu si ça vous intéresse dans une vidéo que j'avais faite où je faisais un espèce de comparaison mise en lien entre l'intention de l'auteur et les attentes du lecteur. Bon, est-ce que ça se rejoignait quelque part ou pas? Et bref, je m'étais un peu servi de ces cours que j'ai pas lus en entier parce que c'est quand même assez conséquent. Et en gros, ce qu'il avait l'air de dire Antoine Compagnon, le prof, je crois que c'est la Sorbonne, ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'en fait, c'est assez vain d'essayer de chercher l'auteur dans ce qu'il écrit, à part si c'est vraiment proclamé par l'auteur. Et je me dis qu'en fait, bah, je suis assez d'accord avec lui. Parce que, parce que sinon, je pense que tous les auteurs de thrillers, vous pouvez les mettre en prison. Voilà. En tirant un peu à gros traits, quoi. Mais peut-être que ce que pense réellement l'auteur, ça peut être dans certains de ses livres. Mais en fait, ça va, je pense, un petit peu avec une espèce de culte de la personnalité de l'auteur, qui est un peu cette figure peut-être un petit peu idéale et fantasmée par le lecteur ou ceux qui étudient ces romans, ces textes. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait. C'est assez intéressant de voir, d'essayer de voir qui est l'auteur et puis est-ce que c'est pas vain, comme il disait Antoine Compagnon. Bon, c'est un énorme résumé de cours que j'ai pas lu en entier, donc j'ai peut-être pas tout capté, hein. Mais bon, donc, ben Marguerite et Pat Hearst, ça a l'air de filer tout doux. J'ai l'impression aussi qu'on est un peu sur des théories, des clichés un peu racistes, de nouveau, mais du racisme, il y en a un peu tout du long en fait. Mais sur le chinois qui joue des couteaux, le chinois et je crois que c'était un des asiatiques qui s'est occupé aussi de l'espèce de chaudron où il y avait tous les feux d'artifice. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore? Ils sont quand même bizarres. J'ai les trois fantômes là, les trois marins qui ont été jetés sur le pont par la tempête. Euh, on sait toujours pas qui ils sont. Bon, après, ce qui a l'air d'être quand même sûr, c'est que c'est des gens qui sont vivants, mais parce qu'ils ont faim. Mais
on sait pas en fait. Donc fort probablement, comme il l'avait dit vite fait, mais du genre, il banalise tout. Il banalise le fait que dans une tempête, l'Elsinore, qui est un gros bateau, a probablement fracassé un petit bateau qui était contre lui. Et du coup, ils ont récupéré les trois fantômes. Les trois fantômes éventuellement hollandais par là, quoi. Et en fait, je pense qu'il je sais plus qui c'est Charles Davis qui a agité un petit peu son drapeau blanc de Suisse en disant non mais je ne prends pas parti et tout ça. Mais au final, ceux qui étaient neutres aussi, c'est les trois fantômes parce qu'ils n'ont pas capté. Ils sont arrivés là en cours de route, ils ont sûrement rien compris de ce qui se passait, à part qu'il y avait une mutinerie, mais ils pouvaient pas prendre parti vu qu'ils parlent pas la langue. Donc ils sont pas à convaincre. C'est juste qu'à un moment, c'est normal que, comme ils sont affamés, ils viennent un petit peu gratter à la porte en disant bon bah on a faim, on va retourner au travail, vous êtes gentils. Euh, mais je trouve que c'est quelque part qu'on est un espèce d'happy end où la mutinerie elle est bien étouffée. Mais il y a eu des morts, mais c'est pas grave. Vous voyez, on est vraiment dans cette espèce de banalisation comme ça. La cruauté, celui qui a balancé l'acide sulfurique, c'est le steward, je crois. Je sais plus s'il est chinois ou japonais. Je crois qu'il est chinois. Euh, donc la cruauté qui est chinoise, ou peut-être japonaise, je me souviens plus exactement. C'est... On est vraiment à fond dans les clichés racistes, je trouve. Après, il y a certainement plein de clichés aussi racistes qui m'échappent parce que bah, j'adhère pas du tout à ce genre de truc, donc je suis pas forcément très attentive. Mais je trouve que c'est assez cohérent la fin, parce qu'on a quand même Pat Hearst c'est pas un marin, c'est clair, mais à force d'avoir été un touriste pendant la moitié de la traversée et d'avoir un peu fréquenté Pike, un peu moins Meller, pas mal West, ça fait qu'il a repéré des trucs, il a, sans dire qu'il est capable de mener un bateau, il a appris sur le tas. Et je pense que s'il n'avait pas été entouré de personnes qui lui étaient fidèles, comme Marguerite, comme Wada, le Steward et tout ça, ben, ça allait à la catastrophe. Parce qu'à un moment, je pense que c'est très gentil les mutineries, mais si les personnes qui sont censées savoir se diriger, savoir repérer la météo, savoir gérer une équipe sur un bateau, si ces personnes-là sont mortes, comment qu'on fait? Parce que je sais pas vous, mais moi, si je suis toute seule, si je suis toute seule ou avec des potes sur un bateau et compagnie, mais on va direct sur des récifs en fait, hein, on va crever la dalle et tout ça, euh, parce on n'en a pas les compétences. Donc quelque part, il a appris sur le tas, il est bien entouré, il a continué l'histoire de les affamer, qui était une idée de Pike. Je comprends pas trop pourquoi ils ont pas essayé, ouais, parce qu'ils étaient pas assez nombreux, de récupérer Pike. Parce que c'était 11 contre 26 ou 28. Donc ouais, c'était chaque homme est précieux. Sachant qu'en face, il y avait des neutres. Dans les 26, il y avait Charles Davis, il y avait les trois fantômes, il y avait le faune. Donc dans les 26, je pense qu'il y avait au moins 6 ou 7 personnes qui étaient quand même plus ou moins neutres, voire bon bah on reste là parce qu'on n'a pas trop le choix. En tout cas, oui, c'est un livre que j'ai aimé. London, je trouve que moi c'est un auteur que j'apprécie. J'aimerais bien lire plus tard Martin Eden, peut-être pas sur la chaîne, mais j'essaierai de trouver peut-être d'autres livres de sa plume, peut-être pas sur la mer, peut-être dans le froid, tiens. Sans aller dans les trucs très connus comme Cro-Blanc ou L'Appel de la forêt, je crois que les deux, ils ont été vendus en jeunesse en France, il me semble. Parce que je crois pas que London ait écrit spécifiquement de la jeunesse, hein. Je suis pas sûre. Mais London, je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant. Donc il est né en 1876, il est mort en 1916, il avait 40 ans. C'est un gars, je trouve, qui a pas eu une vie très facile. Sa maman était très instable sur un plan psychologique parce qu'il y avait aussi des tentatives de DTS. On sait pas trop qui était son père.
C'est probablement un enfant d'un homme marié. En raison d'une grave maladie suivant son accouchement, Flora ne peut s'occuper de son fils. Donc Flora, la maman. Elle le confie à une ancienne esclave du nom de Virginia Prentice, qui devient la nourrice de l'enfant et peu à peu la figure de la mère pour lui. Flora se remarie en 76. Il est né en 76, Jack. Donc Flora se remarie en 76, en septembre, il est de janvier, avec un ancien combattant de la guerre de sécession, devenu veuf, John London. Le fils de Flora, John Griffiths Chaney, âgé de 8 mois, prend pour nom London et un nouveau prénom Jack pour le distinguer de son beau-père. Dès lors, il s'appellera Jack London. Donc Jack London, il a été... ils ont l'air d'avoir pas mal déménagé. Ils ont été dans une ferme quand il était petit. Jack London a découvert les livres assez petits aussi. Il a été ensuite dans la baie de San Francisco où il a été matelot, etc. C'était vraiment une vie... il a fréquenté en fait ces gens qui étaient très pauvres. Il y avait des problèmes d'alcoolisme pour London. London fils, hein, Jack London. Il commence une vie d'errance en étant jeune homme. Il achète un bateau avec de l'argent qu'il a accompagné à sa nourrice, avec de l'argent qu'il a emprunté à sa nourrice, Virginia Prentice. Il devient pilleur d'huîtres, donc plus ou moins un braconnier. Donc ça picole, ça picole, ça picole. C'est de la petite piraterie, plus ou moins. Il a failli se noyer. Il a été ensuite avec les chasseurs de phoques en 1893, donc il a même pas 20 ans encore. Et tout en parallèle, en fait, il écrit. Il devient pelleteur de charbon dans une centrale électrique. Il est arrêté pour vagabondage et enfermé 30 jours dans un pénitencier. Il redevient vagabond. Donc il bouge, hein. Il va de Boston, Baltimore, Washington, New York, Ottawa, Vancouver. Reprise des études et militantisme une fois qu'il a presque 20 ans. Ça doit être passionnant de lire une de ses biographies. Donc il va aussi il fait des études à l'université. Après, il va avec les chercheurs d'or au Klondike. Après, ça commence à marcher. Il va commencer à avoir un succès. Il se marie avec une étudiante russe. Il est publié. L'étudiante russe, c'était une amie, mais donc il s'est marié avec elle. Ils ont 2 enfants. Après, il devient reporter à Londres. Donc Jack London qui devient reporter à Londres, c'est drôle. Il devait couvrir la guerre des Boers, je sais pas comment on dit. Mais quand il arrive, en fait, la guerre est finie. Et c'est fascinant, hein. L'appel de la forêt, commencé fin 1902 et publié en juillet 1903, sera vendu à 2 millions d'exemplaires du vivant de Jack London. C'est énorme. Correspondant de la guerre de Corée en 1904. Il se remarie parce qu'il était séparé de sa femme, donc il se remarie avec une autre femme. Il avait abandonné le domicile. Il avait couru la mairie d'Auckland, il s'est fait 2 fois bouler. Voyage dans les mers du Sud. Agriculteur et éleveur ensuite. Il avait des vignes. Il y a une photo de vignes plantées par London. Je trouve ça beau. Il va au Mexique. Bon, moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'a pas mis fin à sa vie. Il était malade. 1916, donc il était à Hawaï qu'il a quitté. Il retourne dans son ranch, je sais plus où.
Il est mort des suites d'un empoisonnement du sang causé par une urémie, maladie dont il souffrait depuis son voyage dans le Pacifique. Le diagnostic de l'empoisonnement sanguin est confirmé par l'un de ses médecins, Alan Thompson, présent lors de sa mort. Donc, il était également atteint de dysenterie et rongé par son alcoolisme. Son usage de la morphine et son roman Martin Eden, qui se termine par le suicide du personnage, ont fait envisager par certains l'hypothèse d'un suicide par overdose, tel l'écrivain et chanteur Yves Simon dans la biographie qu'il a consacrée à Jack London. Son corps est incinéré et ses cendres sont placées sous une pierre qui appartenait à la Wolf House. Voilà. Bon, il y a un petit peu... donc, il était proche des socialistes, etc. Soutient la cause des insurgés. On parle d'œuvres engagées. C'est pour ça que je trouve assez particulier ce livre-là. Les mutinés de l'Elseneur. Donc, a priori, il a écrit ça dans une période de sa vie où ça n'allait pas. Ça, je vous l'avais dit dans la page wiki. C'est un roman inspiré du voyage fait par l'auteur de Baltimore à la Californie via le Cap Horn à bord du Dirigo en 1912 avec sa fille. Le Dirigo était l'un des derniers grands voiliers de commerce qui ralliait encore la Californie en faisant le tour. Jack London revenait à peine d'une grave dépression éthylique au moment du voyage. Donc il était quand même pas en pleine forme. La conclusion de l'article en fait sur les mutinés de l'Elseneur, c'est le narrateur et dans une moindre mesure Margaret West exprime des considérations sur l'humanité, les races et la société que l'on peut classer à l'extrême droite en contraste avec les opinions politiques de l'auteur plutôt marquées de socialisme. Peut-être que c'est parce que mauvaise période quoi, il allait pas bien. Donc voilà. Je vous laisse aller regarder les articles Wikipédia si vous voulez, mais je trouve que c'est un personnage, enfin c'est un auteur qui a une vie intéressante, sa vie d'errance, le fait que c'est quelqu'un du peuple, même s'il a eu il a connu un succès de son vivant, mais c'est quelqu'un qui a pas eu une vie facile et je trouve que c'est intéressant. Parce que après, comme je vous ai dit, moi j'ai lu de lui, comme beaucoup, je pense. Cro-Blanc et L'appel de la forêt. J'ai lu aussi plus récemment La peste écarlate l'année dernière, qui est un... Pour ceux qui sont pas habitués à lire du post-apocalyptique, je pense que ça peut vous intéresser et ça peut sortir de l'ordinaire. Si vous êtes habitué à lire du post-apo, La peste écarlate, en fait, ça a quelque part réinventé. Mais réinventé 100 ans plus tard. Parce que je pense que 100 ans avant, là, quand c'est sorti en 1912, ça devait peut-être plus sortir de l'ordinaire. Mais c'est un texte court qui est vachement intéressant et que vous pouvez trouver chez Folio à 2-3 euros. Donc voilà. Ma foi, j'ai aimé. Donc pourquoi pas, j'essaierai de trouver d'autres livres de Jack London, peut-être chez les chercheurs d'or ou peut-être au soleil, comme vous voulez. Et peut-être aussi un qui est un peu moins noir comme roman. Mais j'ai bien aimé. Après, même si enfin, les théories qui sont exposées, puis la manière dont on parle des pauvres ou des étrangers, etc., j'y adhère évidemment pas du tout. Enfin, évidemment, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais je ressens pas le besoin, moi, d'être en accord avec les valeurs d'un bouquin pour l'apprécier. Bon, après, j'ai pas lu de Céline, mais j'ai essayé de lire Sade, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Mais je serais assez curieuse de lire du Céline, par exemple, qui était quelqu'un d'extrême droite, il me semble bien. Ou aussi, comment il s'appelle là, le Lovecraft. Il me semble que Lovecraft était quand même très raciste et que ça se remarque dans ses livres. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi pour une vidéo que je n'ai pas encore tournée. Je ne sais pas encore exactement. J'ai une idée, mais je ne sais pas encore de quoi ça va parler.
Je vais pas faire de compte tout de suite au mois de décembre parce que je suis un peu débordée et faut que j'avance sur le plan du boulot, faut que j'avance, je vais reprendre un petit peu à donner des cours aussi et il faut que je finisse ma formation LICAR donc je vais me ménager un peu parce que c'est peut-être pour ça que j'ai été malade. Donc voilà. Et on va reprendre à partir de dimanche prochain, c'est Shirley de Charlotte Brontë qui commence. J'ai déjà programmé 3 vidéos. Et ensuite, en janvier, je sais pas encore exactement ce que je vais lire comme conte ou comme nouvelle. Je pensais pourquoi pas lire une partie du deuxième tome des Mille et une nuits, mais au lieu de lire tout le deuxième tome qui va durer très très longtemps, au lieu de lire tout le deuxième tome qui va durer très longtemps, je pensais, comme c'est des récits enchâssés où il y a Scheherazade qui raconte un conte, qui raconte un conte, qui raconte un conte, etc. J'aurais bien aimé essayer de clore en fait un gros conte que raconte Scheherazade. Donc pas les tout petits, mais un qui est assez haut et qui pourrait peut-être représenter, je dis n'importe quoi, du deuxième tome des Mille et une nuits. Parce que j'aimerais bien tous les lire. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. Restez au chaud parce que ça pèle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des mutinées de l'Elseneur. Je vous remontre cette... si ça vous intéresse, j'ai déjà vu. Ça, c'est la version que j'ai trouvée en boîte à livres. Donc que j'ai trouvée gratuitement. Et j'ai vu qu'elle était disponible en fait sur Le Bon Coin. Bon, c'est un bouquin qui... Alors c'est l'édition quoi? C'est un volume de la collection Splendeur et mystère de la mer. C'est Laurent Rombaldi, éditeur. Ça date de 1970. Par contre, je vous dis juste, si vous achetez ça, moi j'ai un peu cassé le dos. Parce que si vous achetez ça, honnêtement, mettez pas très cher parce que c'est assez courant. Et c'est pas un truc qui est de super qualité. Donc là, j'ai le papier qui est assez jauni. Bon, années 70, hein. Mais c'est pas du cuir. Je pense que c'est un genre de plastique. Parce que c'est pas épais du tout. C'est vraiment très très... ouais, vraiment pas épais du tout ce qu'il y a dessus. Je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a des dorures. Et honnêtement, il est assez joli. Moi, j'aime bien. Donc je sais pas si je le garde ou si je le file à mon popo qui aime bien les histoires de mer. Très bon dimanche à vous, à mercredi et à dimanche après. Salut!